Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de photographier ses repas, du stress, de l'alimentation de mauvaise qualité, même de maigrir avec des photos, j'aurais dû dire. Bon, on va parler de tous ces sujets. Alors, si vous avez vu le contenu que j'ai proposé ce week-end, vous avez dû voir un titre digne des meilleurs magazines de fitness des années 90. Donc, protocole abdos visible sans cardio intensif. Donc, je vous ai proposé un programme d'entraînement et en fait, c'est plutôt des méthodes d'entraînement pour augmenter le recrutement des abdos au maximum, parce que je sais que là, les beaux jours sont là et même vont, on va dire, s'amplifier même dans les endroits où le beau temps n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, voilà, hein, il y a ce côté maillot de bain qui arrive. Et nous, vu qu'on l'assume, qu'on aime bien être, entre guillemets, beau tout nu, eh bien, c'est la meilleure période pour faire ce genre de programme et d'exercice. Donc ça s'appelle programme abdos visible sans cardio intensif, puisque, il y a des gens qui n'aiment pas faire du cardio intense, qui n'aiment pas intense, régulier, et tout ça, mais qui ont quand même envie d'avoir des abdos. Donc, il y a des petites stratégies, des petits bonus à inclure dans votre routine. Voilà. Donc, vous avez le lien dans les notes de ce podcast. Alors, premier sujet, prendre des photos de ses repas. Est-ce que c'est une astuce santé ou ça sert à rien en fait, hein, on va voir. Donc, il y a une étude de l'université, alors je sais pas si on dit Curtin ou Curtine, qui révèle que prendre des photos de ses repas pourrait améliorer notre alimentation. Donc ça a été publié dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Cette recherche, parce qu'il y en a qu'une, hein, elle a utilisé l'application mobile Food Record pour permettre aux participants de photographier leurs repas. Et ces images ont ensuite été analysées par un diététicien. Bon. J'aurais des choses à dire d'ailleurs sur les diététiciens modernes, mais bon, on va passer. Les résultats montrent que la précision des apports nutritionnels était beaucoup plus élevée pour ceux qui prenaient des photos de leurs repas par rapport à ceux qui devaient se souvenir de ce qu'ils avaient mangé. Claire Whitton, doctorante et auteure principale, souligne l'importance de ces données précises pour aider les gens à optimiser leur santé. En fait, c'est normal, en fait, ça crée le début, il me semble. Ça peut créer le début d'une, je vais pas dire d'un trouble, parce que je déteste quand les gens pathologisent tout. Mais quand on photographie, ses assiettes, on a de plus en plus conscience. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Moi, je suis pas pour le comptage des calories et tout ça permanent. Tout simplement parce que je pense que ça enlève de la spontanéité, dans la vie, que que c'est pas quelque chose qui est tenable, heu, ça me semble pas sain, en fait, comme comportement. Par contre, effectivement, c'est intéressant de le faire ponctuellement. Je sais pas, par exemple, vous avez envie de consommer un aliment, ou même un aliment, que vous consommez régulièrement, mais vous savez pas du tout ce qu'il vous apporte. Bon, ça peut être intéressant de se renseigner sur son apport calorique. Mais dès que vous l'avez fait pour plus ou moins l'éventail d'aliments que vous consommez, régulièrement, vous avez plus trop besoin de compter. Et c'est vrai que moi, les gens, quand ils me disent: «Est-ce que je dois compter tout au début?» et cetera, je leur dis: «Ben non, pendant une semaine ou 2, vous comptez, mais vous prenez également en photo les assiettes que vous avez, préparées et que vous avez comptées. Comme ça, au moins, vous avez des repères et le fait d'avoir des photos, de les regarder et cetera, ça vous permettra de se dire: «OK, là, 200 grammes de 200 grammes de viande, ça ressemble à ça, d'accord, donc 300 grammes de légumes, OK, ça fait ça» et vous aurez un rapport visuel
plus que, en termes de grammes. Parce que si je dis, alors tout le monde sait plus ou moins ce que représente 100 grammes de viande, puisque c'est portionné comme ça. Un steak haché, c'est 100 grammes en règle générale. Mais dès qu'on dit, par exemple, ça ressemble à quoi 200 grammes de légumes dans l'assiette, ça devient plus compliqué. À quoi ressemble 70 grammes de riz pesé cru une fois que c'est cuit dans l'assiette? Ah, ça devient plus compliqué. Eh bien, la photo, ça aide à ce genre de choses. Donc, c'est normal que la précision des apports nutritionnels est beaucoup plus élevée pour ceux qui prenaient des photos de leur repas par rapport à ceux qui devaient se souvenir de ce qu'ils avaient mangé, puisque, bah, voilà, quand on prend des photos, il y a une espèce de souvenir qui peut se créer. On visualise les choses et puis on s'est concentré, en fait, pour prendre une photo. Donc, il y a, comme on appelle ça, il y a la notion de l'attention aussi. Faut pas oublier que les gens font beaucoup de choses sans s'en rendre compte. Dès qu'on C'est comme essayer, là, par exemple, si je vous dis, «Est-ce que vous sentiez votre rotule gauche?» Vous allez me dire: «Non», mais si je vous dis: Concentrez-vous sur la sensation derrière votre genou gauche, sur les côtés de votre genou gauche, est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que vous sentez le contact d'un tissu et tout?» Vous allez dire: «Mais c'est fou, je le sens, mais tout à l'heure je le sentais pas». Ben, en fait, c'est juste de la tension. Donc le professeur Deborah Kerr, co-créatrice de l'application Food Record, mentionne que cette méthode simplifie le suivi de l'alimentation et pourrait, grâce à l'intelligence artificielle, automatiser l'analyse des aliments à l'avenir. Ouais. Dans un avenir, il va falloir que l'IA elle fasse encore des progrès, hein, côté diététique, parce qu'elle se mouille pas et elle vous rendra pas sec, hein. Elle reste dans les, comment dire, dans les normes, voilà. Mais la nutrition fitness muscu un peu extrême, type sèche, là on a mis un pied de l'autre côté de la ligne continue. Donc ça veut dire qu'on est hors des sentiers battus, quoi. Ah oui, j'avais autre chose à dire. C'est une réflexion que j'avais hier. Sur l'alimentation, c'était quoi déjà? Attendez que je m'en rappelle. Ah oui, voilà. Il y a beaucoup de gourous de la nutrition. Alors, je mets là-dedans, de tout, hein, spécialistes et non spécialistes, qui vous disent que les régimes type, paléo, enfin les régimes méditerranéens et tout ça. En fait, en gros, les régimes où vous ne mangez pas d'aliments, ultra transformés, de gâteaux, de soda et tout, ce sont des régimes extrêmes. Et que les régimes doux, donc les régimes tenables, donc les régimes qu'il faudrait faire, en fait l'alimentation ou le rééquilibrage alimentaire, parce qu'ils aiment même plus utiliser le mot régime, parce qu'ils le jugent péjoratif, il faudrait qu'il y ait de tout à l'intérieur. En fait, déjà, moi je pense qu'il y a eu une inversion des valeurs par rapport à ça. Je pense que un régime extrême, quel est le plus extrême entre un régime qui respecte la physiologie de l'individu, c'est-à-dire, qui est composé de choses naturelles que l'être humain a pu avoir et obtenir depuis des décennies, voire des siècles. Euh, Est-ce que ça, c'est plus extrême qu'un régime avec des aliments qui ont été créés par l'homme dans le but d'être surconsommés pour certains, qui sont enrichis, en fait, qui ont aucune vertu santé? Objectivement, hein, ils n'ont pas été faits pour apporter un stock de, micronutriments, mais uniquement, répondre à un cahier des charges et rester dans les clous par rapport à, et d'ailleurs dans les clous, il y a pas de loi pour le sucre, par exemple. Mais bon bref, vous avez compris. Donc quel est le plus extrême? Celui qui va manger des pizzas, de la pâte à tartiner, des fast-food, quasiment jamais de légumes, parce que quand on mange comme ça, souvent, on trouve pas beaucoup d'intérêt à manger des fruits et légumes, beaucoup de viande rouge, de la charcuterie et cetera. Ou celui qui va manger, de type méditerranéen ou paléo. Admettons. C'est quoi le plus extrême entre les 2? Et il y en a qui disent que ce qui est le plus extrême et ce qui est le plus, restrictif ou je sais pas trop quoi, c'est celui qui mange, sainement. Et finalement, si on n'arrive pas à les comprendre, c'est qu'on a une pathologie, qu'on est, comment ils appellent ça? Orthorexique, je crois? C'est l'incapacité de manger des aliments de mauvaise qualité. Mais en fait, on a l'impression que ça, c'est quand même étrange. Ce serait comme de dire à un fumeur:
Mais mon garçon, t'as arrêté de fumer, mais tu devrais être capable de fumer une cigarette par jour. Bah si, en fait, t'es trop extrême, mon gars. T'es trop extrême. Il faudrait que tu sois capable de fumer une clope par jour. Ben non, si je refume une clope, je vais rebasculer, et puis c'est pas vraiment bon, même une. En fait, c'est un peu la même chose avec la diététique. Alors, et encore, la diététique, je suis plus souple, moi, hein, parce que, contrairement au tabac, par exemple, c'est vrai que l'arrêt du tabac, pour beaucoup, c'est l'arrêt total. C'est parce que la diminution ne fonctionne pas. Pour certains alcooliques, c'est la même chose, c'est l'arrêt total parce que la diminution ne fonctionne pas. Pareil pour les drogues et tout. Pour la nutrition, non. Il faudrait être capable, alors qu'on a été addict pendant des années à, aux paquets de chips, aux sandwichs pâte à tartiner et tout, il faudrait être capable de réduire et de recalibrer ses pensées et ses habitudes. Et ça, c'est prendre les gens pour des cons ou les surestimer. Ou en fait, ça c'est un discours de personne qui n'a pas vraiment souffert de malnutrition, malbouffe et tout, qui n'a pas souffert d'addiction alimentaire. C'est un discours de quelqu'un qui, voilà, il a réussi plus ou moins à le faire sans trop, enfin voilà, il n'a pas souffert, il a pas été mis à côté de ses émotions n'ont pas pris le contrôle en fait de son alimentation. Il a toujours réussi à rester bien calibré. Ou alors, si ses émotions ont pris le contrôle, il a trouvé un moyen à un moment donné de les changer, ou je sais pas, mais il n'a pas réussi en tout cas à le verbaliser pour le recommander aux autres. Euh, et cette inversion, observez-la, vous verrez qu'elle est ultra présente. C'est-à-dire que de dire que c'est pas bien, par exemple le sucre qui est arrivé en Europe à peu près au Moyen Âge. Il n'est pas arrivé, ça fait pas longtemps qu'il est là, si on regarde bien par rapport à la frise. Et pourtant, aujourd'hui, il y a presque des minimums de sucre. Déjà, il y a rien qui vous montre que c'est, comment dire, il y a pas de dose maximum, donc il y a pas de règle mise par rapport au sucre. Et il y a aucune, la quantité minimum pour les individus. Donc, vous savez, les fameux pourcentages par rapport aux glucides, protéines, lipides. Et ça tient sur rien du tout pour les glucides, hein. Ça tient sur rien du tout. Mais c'est normal que ça tienne sur rien du tout. Pour la simple et bonne raison que les glucides, ce sont des choses qui peuvent être fabriquées à partir d'autres choses. Donc vous trouverez pas d'études, puisque si vous regardez un peu, vous remontez dans le temps, alors vous allez me dire, il y avait le blé, puis vous remontez encore dans le temps, il y avait pas forcément, hein, on pouvait manger quasiment que de la viande et des végétaux assez pauvres en sucre, très riches en amidon et en fibres, mais très pauvres en glucides biodisponibles, si je peux dire les choses comme ça. Et pourtant, on a survécu. Pourtant, on est là. Vous êtes là pour m'écouter. Je suis là pour parler. Vous êtes là pour bosser. Vous êtes là, vous êtes né. Donc, forcément, c'est que vous avez survécu, vos ancêtres aussi. Donc, cette alimentation a pu fonctionner. Donc, cette idée d'absolu glucose pour le cerveau, je sais plus combien c'était. Donc, il faudrait absolument manger du sucre. Mais qui peut sérieusement croire dans ce truc-là, quoi? Parce qu'ils n'étaient pas plus fêlés que nous, hein, ceux du passé, hein. Ils arrivaient quand même à écrire des bouquins, la philo, enfin tout ça, il y avait quand même, puis il y avait de l'invention, la roue, enfin, et ils n'avaient pas cette abondance de produits sucrés comme nous aujourd'hui. Il y avait le miel, il y avait certaines choses, mais il n'y avait pas cette abondance, quoi. Donc il y a quand même quelque chose qui cloche, y compris, c'est la réflexion, parce que je sais qu'il y a des professionnels de santé qui écoutent. Cette réflexion, je pense qu'elle devrait aussi passer par les professionnels de santé, de se dire, OK, est-ce que le sucre, particulièrement, pourquoi il y a cette terreur autour du sucre? Et cette terreur, elle englobe les individus, parce que souvent, et je m'amuse un peu, je fais de la provoque, je sais, mais je mets, la dernière fois, je mettais un repas sur Instagram, une assiette avec du poulet, de la salade, ou je sais plus trop, du poulet, de la salade, et je disais, avec ça, j'ai moins faim dans l'après-midi qui suit que si j'avais mangé un gros plat de pâtes ou de riz. Et il y en a qui disent, si je mange ça, je tiens pas. Et en fait, le je tiens pas, c'est pas je tiens pas, je vais m'effondrer. C'est je tiens pas, je vais faire en gros une hypoglycémie, et puis finalement, je vais avoir faim. Le je tiens pas veut pas dire que physiquement la personne ne va pas résister, n'a pas assez mangé et va mourir par terre dans d'atroces souffrances. C'est juste que le je tiens pas veut dire je vais avoir faim. Mais je veux avoir faim, c'est pas une pathologie d'avoir faim.
Avoir faim, c'est quelque chose de normal, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a diabolisé. Il faut toujours répondre à la faim. Vous imaginez si vous vendiez quelque chose qui se mange, vous auriez régulièrement dans la journée des tas d'opportunités de vendre votre produit plus facilement. Tous les moments où l'individu a faim. C'est quand même fou, hein, de se dire, il n'y a pas beaucoup de choses comme ça qui sont très, où il y a des opportunités. C'est comme si, je sais pas si, admettons, vous vendez, Heu, qu'est-ce que je pourrais mettre comme exemple? Vous vendez des stylos et je sais pas, il y a des moments dans la journée où, au-delà de notre pensée, notre corps nous réclame un nouveau stylo, quoi. Imaginez pour les vendeurs de stylos, c'est le moment où ils balancent toute la pub, où ils vous balancent des odeurs, de l'encre un petit peu plus brillante et tout ça. Enfin bon, des images d'écrivains, de quelqu'un qui écrit une lettre pour, sa grand-mère ou je sais pas quoi et il pourrait se servir de ça. Ben, l'alimentation, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a des tas de moments où, en fait, la faim va arriver et avant, c'était un peu plus régulé quand, il y avait, les cycles veille-sommeil et tout ça. Aujourd'hui, avec le grignotage, les écrans et tout, les gens ont faim, tout le temps, en fait, hein. Si: «Ah, j'ai un creux, j'ai envie de manger», l'obésité, c'est pas là pour rien, hein et du coup, il y a ces pics, ces hausses d'appétit, ces baisses, tout ça, c'est lié encore une fois. Alors, il y en a qui disent, c'est génétique, mais c'est bizarre, la génétique, elle aurait changé rapidement. Elle aurait suivi une courbe, similaire à l'évolution rapide du dernier siècle, quoi, ce qui n'est pas le cas. Par contre, il y a l'arrivée massive d'aliments, qui ouvrent l'appétit parce qu'ils sont, hautement digestibles, donc du coup, ça va rentrer un peu trop rapidement dans le corps et donc du coup, par, effet miroir, il va y avoir derrière une régulation un peu forte qui parfois va plonger l'individu dans une hypo, qui va ouvrir l'appétit. Enfin bon bref, il y a pas que ces mécanismes-là, hein. Il y a aussi, tout un tas de réactions, hormonales et tout ça, même si, ça reste une hormone, l'insuline, hein. Mais bon bref, je m'égare un peu du sujet. J'avais besoin d'en parler parce que j'y ai pensé hier, j'ai dit: «Il faut que j'en discute» parce que c'est vrai que les gens disent qu'une alimentation extrême est une alimentation qui ne contient pas d'aliments que moi je juge extrêmes en fait pour l'homme. Puisque ce sont des aliments souvent qu'on digère mal, qui parfois peuvent donner même des boutons quand on pense à l'excès de charcuterie, de graisse et tout. Et ça, c'est pas extrême ça. Mais par contre, de manger de l'huile d'olive, des poissons gras, des féculents fibreux, beaucoup de végétaux, des fruits, des oléagineux, ah mais ça c'est extrême. Ça c'est trop extrême, c'est de l'orthorexie. Je j'ai un doute sur la véracité de ces affirmations, quoi. Je sais pas, mais enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez. Deuxième sujet, le stress est un ennemi de votre réserve cognitive. Alors, une étude de l'Institut Karolinska révèle que les activités intellectuellement stimulantes et les expériences de vie améliorent la cognition, mais le stress vient saper ses bénéfices. Ah, saloperie de stress. Alors, publié dans le journal Alzheimer and Dementia, cette recherche a examiné 113 patients d'une clinique de mémoire en Suède. Et les activités enrichissantes comme un haut niveau d'éducation, des métiers complexes, des activités physiques et sociales renforcent les réserves cognitives. Alors, haut niveau d'éducation, ça, malheureusement, on peut pas faire grand-chose, hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez 25 ans et que vous n'avez pas reçu un haut niveau d'éducation, donc vous n'avez pas fait des études un peu poussées et tout ça, vous pouvez pas revenir en arrière. Bon, vous pouvez apprendre, hein, c'est-à-dire que vous pouvez. Moi, j'ai ouvert mon esprit après l'école. C'est-à-dire que quand j'ai mis un pied hors de l'école, c'est là où ma curiosité s'est éveillée et j'ai voulu apprendre des choses. Bon, il y en a, c'est durant les études, mais il faut pas se fermer à. C'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études que vous pouvez pas apprendre, voilà. Des métiers complexes, donc des métiers complexes, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est un métier complexe? J'imagine que c'est un ingénieur, j'imagine que c'est un artisan qui va faire un meuble ou, enfin voilà, qui va devoir mettre son cerveau en action, parce que beaucoup pensent que les artisans doivent pas penser. Une maison, une canalisation et tout, si vous y mettez pas un peu de mathématiques là-dedans, il peut vite se passer des problèmes, hein. Donc si, artisan compris, métier complexe. Alors métier pas complexe, c'est les métiers où vous êtes très passif, en fait.
des métiers où vous pouvez être en pilote automatique. En gros, quand vous faites quelque chose et que votre cerveau est capable de partir ailleurs, un petit peu comme quand vous êtes en bagnole et que votre cerveau, vous sentez que vous pouvez avoir une échappée du corps et faire autre chose, en fait, bricoler sur un autre projet dans votre esprit, et pourtant la voiture se conduit. Vous êtes au volant, voilà. Vous ne vous rendez compte que vous avez bossé sur votre autre projet qu'au moment où votre corps repénètre, enfin votre esprit, votre attention repénètre votre corps. Et là, vous vous dites, merde, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais où? Qui c'est qui a conduit, en gros? Eh ben, c'est ça. Quand vous avez un métier plutôt passif, imaginez si vous êtes capable de faire ça pendant que vous bossez, c'est que vous n'avez pas vraiment un métier complexe. En tout cas, cette partie de votre métier, au moment où vous êtes plus dedans, c'est que c'est pas ultra complexe. Si vous êtes en train de souder, par exemple, une coque de bateau sous l'eau, je vous garantis que vous n'êtes pas en train de penser à la liste de courses. Mais, enfin voilà. Donc des activités physiques et sociales également renforcent la réserve cognitive. Cependant, un stress élevé ou persistant réduit les interactions sociales et la capacité à s'engager dans ces activités, augmentant le risque de démence. Donc l'étude a mesuré le stress physiologique, donc le niveau de cortisol, et psychologique aussi, trouvant que si une grande réserve cognitive améliore la cognition, le stress affaiblit cette relation. Donc Manasa Shantayaramalah, auteur principal, souligne que les exercices de pleine conscience et la méditation pourraient réduire le cortisol et améliorer la cognition, suggérant que les stratégies de gestion du stress complètent bien les interventions existantes contre l'Alzheimer. Alors la méditation, de toute façon, la méditation, c'est soit vous avez souffert de quelque chose dans votre vie, la méditation vous apporte un peu, ou on vous a tellement bourré le mou que ça allait vous apporter que vous en faites. Soit la méditation, vous n'y trouvez aucun intérêt, mais aucun intérêt du tout, parce que vous faites peut-être partie des gens déjà qui n'ont pas souffert émotionnellement, vous n'avez pas eu d'anxiété, pas de stress, tant mieux pour vous. Une personne sur 4 souffre de troubles de l'anxiété au cours de sa vie. Soit ça vous est pas encore arrivé, soit ça arrivera peut-être jamais. Donc tant mieux. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que les personnes qui s'y intéressent, c'est toujours pareil. C'est comme la nourriture saine. C'est d'un côté, vous avez des gens qui sont déjà convaincus qu'il faut manger sainement, comme vous par exemple, et d'un autre côté, vous avez des gens qui, pour eux, ils vont vous dire oh, de la bouffe c'est de la bouffe. Un jour c'est ça, le lendemain ils disent que c'est ça qu'il faut manger finalement, et puis ce qui était pas bon là, c'est devient bon. Donc des gens en fait qui sont voilà qu'on pourra pas convaincre non plus de manger sainement. Ils ont leurs principes, c'est picole, clope, malbouffe et tout, et pour eux voilà c'est un coup de baguette magique du bon Dieu qui survit et qui ne survit pas sur terre quoi. Enfin du bon Dieu. Je veux même pas mettre de religion là-dedans, je vais dire du phénomène du hasard, quoi, l'épée de Damoclès. Et l'un ou l'autre, on peut pas le convertir, en fait. Enfin, c'est un rite personnel. C'est-à-dire qu'en règle générale, on fait plutôt le chemin dans un sens, pas dans l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on vient à des choses plus vertueuses, plus que partir dans le vice. Mais c'est souvent un rite de passage qui nous est propre, et souvent face à des difficultés. Donc, ça peut être une rupture amoureuse où on se dit il faut que je me reprenne en main, d'avoir ce sentiment de reprendre le contrôle de sa vie. Ça peut être des signaux de santé, par exemple un médecin qui nous fait peur, hein, qui nous dit monsieur, si vous continuez, ou madame, si vous continuez à ce rythme, je vous donne pas 5-6 ans à vivre. Ça peut être une pathologie qui s'est déclarée. Et donc, du coup, vous avez fait des recherches, vous avez vu qu'avoir un mode de vie sain en parallèle de votre traitement, eh ben, ça augmente les chances de guérison et de rémission. Donc, ça peut être des choses comme ça. Mais alors moi, là, j'ai pris les derniers cas, c'est les cas les plus extrêmes où le mal est déjà arrivé et on a envie de s'en sortir. Mais ça peut être beaucoup plus précoce, comme je disais tout à l'heure. Moi, personnellement, la première fois que j'ai eu un gros déclic, c'est parce que j'avais plus envie d'avoir du surpoids, j'avais plus envie et plus envie. C'était sous couvert d'être plus séduisant. Je pensais que de perdre ce surpoids, ça allait m'ouvrir la porte des rencontres et tout. Quand j'étais adolescent. Ce qui n'est pas totalement faux, hein, puisque quand vous avez un corps qui se métamorphose et que vous retrouvez la ligne, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Enfin,
Et à un moment donné, je sais qu'il faut pas dire les choses politiquement incorrectes, mais c'est une réalité. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour moi, en tout cas. Et je pense que ça se passe pour beaucoup de personnes. Et bah, là, le podcast me permet de mettre mon humilité à tout petit peu de côté pour vous dire un peu plus de vérité. Et puis après, dans ma vie personnelle, je récupère mon humilité. Mais là, je suis ici pour essayer de dire la vérité, quoi. Bon, cette gestion du stress, encore une fois, alors moi, je pratique la méditation parce que moi, je fais partie des une personne sur 4 qui a souffert d'anxiété. Donc du coup, j'ai trouvé de l'intérêt à faire des exercices de pleine conscience ou de méditation. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas envie, qui ne y trouvent pas de sens ou qui en attendent un truc particulier. C'est-à-dire qu'ils misent beaucoup sur la méditation et la pleine conscience, comme quand ils se mettent à méditer, comme s'il y avait un état où, je sais pas, il se passait un truc, où ils pensaient à rien. En fait, la méditation, c'est juste fermer les yeux et d'essayer d'observer ce qui se passe. C'est tout. Hop, j'observe. Tiens, il y a une pensée là. Bon, ben, je vais essayer de revenir à une observation. En fait, toujours faire un pas en arrière. Moi, ce que je dis, c'est un petit peu comme quand vous allez dans un gros aquarium. Là, vous savez, on peut visiter des aquariums géants avec des requins et tout. Ben, vous êtes derrière la vitre, et là, cette vitre, de l'autre côté de la vitre, en fait, c'est vos pensées, c'est tout ce qui, toutes vos pensées, toutes les choses auxquelles vous ruminez et tout sont de l'autre côté de la vitre. Donc, il y a des moments où vous avez l'impression que vous êtes dans l'aquarium. Et ben, faut vous dire non, 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 je suis pas dans l'aquarium, je suis derrière la vitre. Donc j'observe ça en fait, j'observe toutes ces pensées et puis bah, je peux marcher un peu, tourner le dos à l'aquarium pendant quelques secondes, puis re-regarder, puis m'attarder sur autre chose, une autre pensée, donc un peu comme un autre petit poisson. Et puis en fait non, le laisser partir un peu plus loin. C'est pour moi c'est ça en fait la méditation, parce que si on s'attend à un truc de fou où d'un coup on voit un soleil s'éclairer sur notre cerveau et c'est le bonheur absolu et tout, on va être déçu en fait, hein. Ça n'arrive pas, quoi. Voilà. Mais bon, ça aide bien à dormir, ça aide bien à gérer le stress. Moi, je le fais juste avant de déjeuner. Je l'ai ritualisé en le fixant au repas du midi, juste avant. Ce qui permet de faire descendre un petit peu les niveaux de cortisol de la fin de matinée dû au stress du boulot, et déjà de passer à table un petit peu plus détendu, avec un système parasympathique qui est un petit peu plus réveillé, donc le système d'ailleurs qui va participer à la digestion. Donc j'essaye de faire d'une pierre plusieurs coups, quoi. Et vous savez, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans une pièce à l'abri, etc., des regards et tout. Si vous n'en avez pas l'opportunité parce que vous avez une salle de pause avec vos collègues, ou vous avez, peu importe l'endroit où vous êtes, sur un chantier, ou il y a toujours ce moment où vous allez chercher la glacière, ou eh ben prenez juste une minute ou deux pour observer, au lieu de regarder votre téléphone pour voir les messages, parce que souvent les gens font ça, quand c'est le moment de la pause, ils ont le droit de récupérer leur téléphone pour ceux à qui le patron leur permet pas de l'avoir. Ils vont aller regarder les textos et tout. Donc vous utilisez bien ce temps pour quelque chose. Vous pouvez vous asseoir sur le coffre de votre bagnole et regarder les nuages pendant quelques secondes. Si vous êtes au bureau, ben vous pouvez, avant de partir à la cantine, fermer votre laptop et puis regarder par la fenêtre, ou fermer les yeux, ou si vous n'avez pas envie de fermer les yeux, vous regardez un point sur le mur et puis vous laissez un petit peu votre vision se troubler et méditer quelques instants. C'est peut-être une minute, 2 minutes, juste faire redescendre un peu la tension. Si vous êtes dans une salle de pause, ça peut simplement être au moment où vous allez mettre le micro-ondes en marche pour faire chauffer votre gamelle. Il y a le micro-ondes, ben, pendant ce temps de micro-ondes, vous vous concentrez sur le bruit du micro-ondes, juste ça, votre attention sur les sons, quoi. Ça peut être des choses très, très simples, en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en position du lotus au sol, avec une posture digne, et cetera. Vous pouvez simplement, voilà, laisser tomber le meublage intellectuel et parfois physique, et vous juste laisser un peu les yeux dans le vague. Vous savez, ces yeux dans le vague, des fois, quand on dit: «Ouh là, celui-là, il est dans ses pensées». Vous savez, ce côté, les yeux un peu, on voit les yeux limite entre globuleux et normaux. La personne fixe un truc, mais on sent qu'elle fixe rien, en fait. Ce qu'on dit, regarder dans le vide. J'ai l'impression, vous me dites si je me trompe ou pas, que cette attitude, on la voit de moins en moins aujourd'hui.
C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a avant, tous ces smartphones et tout, et pas que les smartphones, hein, mais avant toute cette agitation, on voyait souvent des gens, «Tiens, à quoi tu penses? Tu dans le vague là?» On le voit de moins en moins ça. Donc je sais pas si c'est une bonne chose, hein, parce que ce sont des périodes en fait où le cerveau redescend en tension, au niveau des hertz et ça digère quoi, ça voilà, ça traite. Et si on est tout le temps en tension, toujours, tiens, j'ai rien à faire, qu'est-ce qui se passe sur internet? Insta, j'ai tout vu, je vais sur Facebook, j'ai tout vu, je vais sur, TikTok, puis après je vais sur YouTube, puis après je vais regarder les actus, puis après j'allume la télé, puis après Netflix, qu'est-ce qui vient de sortir? Puis après il y a un dernier jeu vidéo aussi, puis après je vais textoter ou aller voir, les messages du groupe WhatsApp ou machin. Puis après, j'ai envie de lire un bouquin, puis après, ouf, respirons un petit peu les yeux dans le vague, ça va faire du bien, quoi. Voilà. Donc, faites baisser votre niveau de cortisol par la méditation, par la gestion du stress, peu importe laquelle, du moment que ça fait baisser le stress. Et vous verrez que vous aurez de meilleures réserves cognitives. C'est important d'avoir ces réserves cognitives, c'est pour la santé long terme, hein. Une alimentation de mauvaise qualité déprimerait notre cerveau. Donc, moi, ça m'étonne pas, mais une étude inédite révèle qu'une alimentation de mauvaise qualité pourrait entraîner des modifications cérébrales associées à la dépression et à l'anxiété. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que la nutrition de mauvaise qualité, elle a bien été nommée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est capable de dire, via des études, qu'il y a une alimentation de mauvaise qualité, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on est capable. Quand on dit à quelqu'un il faut manger de tout, on lui dit également de manger des aliments de mauvaise qualité. Et on n'est pas obligé d'accepter de manger des aliments de mauvaise qualité. Et il faudrait à un moment donné, et vous savez, quand on dit oui, mais c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute, allez sur le site du PNNS, donc plan national, allez sur mangerbouger.fr. Pendant longtemps, moi, j'ai été critique. Je me suis dit oui, il faut rien, ils y connaissent rien et tout. Allez sur mangerbouger.fr et regardez les nouvelles recommandations. Vous allez voir à quel point, et d'ailleurs j'en ai fait même un court vidéo sur le site où j'ai tout décortiqué. Mais vous verrez à quel point il y a eu du chemin parcouru par rapport aux recommandations du passé. Alors vous allez me dire, c'est pas encore l'idéal, je sais, mais je vous garantis que si tous les Français suivaient l'alimentation recommandée sur Manger Bouger, il y aurait moins de problèmes, hein. Donc c'est à disposition, l'information. Si on veut, on va sur ce site, on peut avoir. Je parle pas pour nous, fitness, muscu et tout, mais pour celui qui sait pas du tout s'alimenter, qui a aucune éducation nutritionnelle. Il va sur ce site, il en reçoit une. Il reçoit quand même des bases qui sont plutôt pas mal. Franchement, faut être. Et je suis pas encore une fois. Gouvernement, machin, moi je défends rien du tout, je suis très libre et indépendant. Mais je sais reconnaître quand il y a eu un travail de fait quand même. Et là, je trouve qu'il y a eu un travail de fait. Donc, c'est pour ça, j'en viens. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis pour la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que je pense que ces dernières années, on a beaucoup bossé sur l'environnement, ce qu'on appelle la géographie du surpoids et tout ça. Donc, ok, on comprend maintenant pourquoi certains individus sont plus facilement en surpoids que d'autres, le coût de la vie, la géographie, les lieux de vie, les habitudes, l'éducation et tout, d'accord. Mais maintenant, faut mettre dans cette équation, maintenant qu'on sait tout ça et qu'on peut travailler là-dessus, on en est conscient, il faut mettre la dernière pièce du puzzle qui est la responsabilité individuelle. C'est-à-dire de redonner le pouvoir et la liberté d'agir à des gens qui se pensent uniquement subir. C'est-à-dire que c'est indépendant de toute action de leur part. Ce qui est faux. Il faut dire non, non, non. Vous avez le pouvoir. Vous avez une forme de pouvoir d'agir. Et le mot responsabilité, c'est souvent connoté de manière péjorative. Mais alors que de dire aux gens, vous avez la liberté d'agir, vous retrouvez du pouvoir d'agir, ça peut leur redonner un souffle d'oxygène. Ah bon, c'est vrai, mais je pensais que j'étais soumis aux règles des gènes, de l'éducation et tout, et que j'y pouvais rien, que c'était comme ça, et que c'était une fatalité. C'est une fatalité à partir du moment où il vous manque la pièce, le mécanisme pour agir, c'est-à-dire la courroie de transmission entre le géant vie et vos muscles. Et là, c'est bon. Donc c'est voilà. Bon, petite digression, mais j'avais envie d'en parler. Alors une étude, là, donc ça dit que c'est ok.
peut entraîner des modifications cérébrales associées à la dépression et l'anxiété, une alimentation de mauvaise qualité. Donc ça a été mené par l'université de Reading, Roehampton University, Fritz Lang Campina et King's College London. Cette recherche a examiné 30 volontaires. Les scans cérébraux montrent des changements dans les neurotransmetteurs et le volume de la matière grise chez les personnes ayant une alimentation pauvre par rapport à celle suivant un régime méditerranéen. Ah bah c'est marrant. Mais dites-vous bien une chose, l'inverse du régime méditerranéen, c'est le régime occidental. Donc c'est le régime composé de tout ce que vous voyez à en publicité, à la télévision, dans les magazines et tout, tous les trucs qui brillent avec les beaux packaging et tout. Donc les résultats indiquent une réduction du GABA, un neurotransmetteur, et une augmentation du glutamate, ainsi qu'une diminution du volume de la matière grise dans la région frontale du cerveau. Ces modifications sont liées à la rumination, critère diagnostique pour la dépression et l'anxiété. Dr Pieril Epsomali explique que les régimes riches en sucre et en graisses saturées, donc déjà pour eux, alimentation de mauvaise qualité, c'est sucre et graisses saturées, sucre glucides, pensez pas juste sucre de table, déséquilibrent la neurotransmission excitatrice et inhibitrice, réduisant le volume de la matière grise dans les zones impliquées dans les troubles mentaux. Les altérations du microbiote intestinal dues à ce régime impactent également la production de GABA et de glutamate. En résumé, manger sainement et c'est mieux pour le cerveau et le bien-être mental. Bon, on le savait si vous voulez. Les gens, vous savez, quand on n'a presque pas besoin d'études pour savoir que de manger sainement des aliments bruts de bonne qualité, qui poussent dans la nature, qu'on cueille, qu'on presse comme des olives et on en extrait de l'huile, on se dit ça ne doit pas être si mauvais que ça pour la santé. Par contre, en fait, c'est un peu le vieux film La soupe aux choux, vous savez, où il y a les poulets qui sortent, je sais plus comment ils sont fabriqués, avec une espèce de pâte, ou je sais plus si c'est la salade ou le poulet. C'est pas la soupe aux choux d'ailleurs, je confonds. C'est ce film, je l'ai plus là où il y a Coluche et De Funès. C'est pas l'histoire du restaurant, c'est L'aile ou la cuisse, voilà, qui est pas le meilleur de leur film, mais c'est quand même. À la fin, il y a cette image là dans l'usine industrielle agroalimentaire. Aujourd'hui, regardez, on fabrique de la viande. On fabrique de la viande. C'est-à-dire qu'on fabrique à partir d'autre chose un truc qui ressemble à la viande, qui a l'odeur de la viande, qui a presque le goût de la viande, mais qui ne contient pas de viande. Donc, on était mort de rire quand on était gosse en regardant ce film. Enfin, moi, j'en faisais partie. Et aujourd'hui, on rigole plus du tout. Parce que c'est dans notre assiette. Enfin, c'est dans notre assiette. Si on se laisse aller au marketing et voilà. Mais si on reste accroché ne croyez pas, en fait, les gens d'une génération qui vous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Observons la nature. Ça suffit. Observons, lisez un peu de bouquins, de philo et tout, vous verrez ce qu'ils mangeaient. Ils parlent des fois d'alimentation et tout. Les fruits, le miel. Le miel, faut pas en abuser non plus. Et eux, ils en abusaient pas, ils en avaient pas à volonté comme nous dans les rayons. Mais des produits, des végétaux, de la viande issue de la chasse. Nous, c'est pas de la viande issue de la chasse, on est d'accord. Mais de se dire, ok, quand je choisis un aliment, est-ce que j'aurais pu l'obtenir de mes propres mains, quoi, en gros? Est-ce que j'aurais pu... Alors, bien sûr, si c'est un avocat, vous allez me dire, je vais pas aller au Kenya ou en Israël ou je sais pas où ils poussent en ce moment les avocats. Mais vous êtes capable de le cueillir, comme vous êtes capable d'aller déterrer des pommes de terre, de la patate douce, cueillir des... D'ailleurs, là, en bas de chez moi, il y a des abricotiers. J'en ai mangé 2. L'autre, il y a 2 jours, là, samedi. Et c'est quand même un plaisir. Vous imaginez quand même la nature, hop, ça pousse, puis ça vous propose des fruits. Tenez, c'est sucré, c'est bon, cool. Mais quel bonheur, quoi. Et là, on se rend bien compte en regardant ça, on se dit, il y a quand même une hiérarchie dans la qualité alimentaire. Mais ça, vous ne serez pas capable de vous en rendre compte. Enfin, vous, si, parce que vous avez déjà fait le chemin. Mais une personne qui n'a pas fait le chemin encore, j'en parlais là dans des textes que j'écrivais pour le site. On n'a pas,
un fruit ou des flocons d'avoine ou des choses comme ça, on n'y trouve aucun intérêt et aucun sens tant qu'on mange des sucreries, ou des produits très sucrés ou des jus de fruits et tout. Parce que c'est toutes ces choses-là, tous ces produits sucrés et tout, euh, c'est les bimbos refaites, tout ce que vous voulez face à la beauté naturelle, quoi. Et malheureusement, euh, ce côté pas naturel où on amplifie ce qui va séduire à fond, donc les papilles pour le coup là, c'est pas forcément, c'est pas équitable. C'est comme le dopage versus le non dopage quoi. C'est pas équitable sur la ligne d'arrivée. Il y a une inégalité. Ben là c'est la même chose. Bon, si vous avez envie de dévoiler, révéler, rendre vos abdos visibles, il y avait un complément alimentaire quand j'étais gosse, enfin gosse, ado, et que j'ai commencé la muscu, qui s'appelait Abdos Visibles, je sais plus trop quoi, spécial Abdos Visibles. Et ça m'a marqué, c'est resté marqué en moi, et du coup aujourd'hui j'ai envie de m'en servir, parce que à l'époque, ce complément alimentaire, il promettait, mais monts et merveilles, en prenant ça, ça allait brûler tout le gras et tout. Alors qu'en réalité, pas du tout. Ça a pas du tout marché, à part me brûler l'énergie de mon porte-monnaie, donc c'est-à-dire certainement à peu près une trentaine d'euros à l'époque. Hein. Comme les brûleurs de graisse, à peu près c'est le prix des brûleurs de graisse. Ça a pas trop baissé ça. Alors ça commence moins cher pour des substances plus légères, type des gélules de thé vert ou de caféine pure. Mais le brûleur de graisse un peu travaillé et tout, ils savent qu'il y a beaucoup de demandes. Alors je vous le dis tout de suite, ça marche pas beaucoup. Hein. Ça marche pas beaucoup. Le pas beaucoup, déjà, c'est trop dire. Ça marche pas du tout. Mais vu qu'il faut faire un régime en même temps, les gens, quand ils le font, ils se disent, mais tiens, est-ce que c'est le régime ou je vous dis, c'est votre diète hein, qui a fait 99% du boulot. Votre brûleur, à la limite, il vous a donné de l'énergie parce qu'il y avait du thé vert ou de la caféine dedans. C'est tout. Ça s'arrête là. Faut être cohérent, ça s'arrête là. Et en fait, moi, il y avait ce truc-là et je m'étais dit, je vais m'en resservir pour un cours, mais en disant la vérité, quoi. Si vous voulez des abdos visibles, c'est pour ça que j'en parle, comment accentuer le V en bas des abdos, comment utiliser kettlebell pour développer vos abdos, transformer des exercices classiques en mouvements beaucoup plus intenses pour les abdos. Et je vous parle pas des squats lourds. Hein. Je fais pas partie de la team, il faut faire des squats lourds et des soulevés de terre lourds pour avoir des abdos épais. Hein. Je suis pas cette team-là du tout. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien pour aller voir ça et également toutes les ressources dont j'ai discuté dans cet épisode. Voilà. Allez, on se retrouve de l'autre côté ou la semaine prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.